bonjour à tous. Donc, je suis Pierre-Cyril Aucoeur et je vais modérer ce débat qui va être intense. Nous allons donc parler, c'est un sujet qui nous a été proposé, on ne l'a pas refusé, même si sa formulation nous a un peu tous étonnés. L'économie au cœur des sciences sociales. D'abord, c'est intéressant de formuler ça l'économie, puisque ça maintient l'ambiguïté entre l'économie comme discipline et l'économie comme objet. Et c'est une ambiguïté qui est présente depuis le début de l'histoire de l'école et même de la 6e section. Et en guise d'introduction, puisque je me veux un peu historien en même temps qu'économiste, je vais essayer de retracer brièvement cette histoire de l'économie dans l'école. Et comme ça, vous pourrez déjà juger si historiquement elle a été d'une manière ou d'une autre, comme discipline ou comme objet, au cœur de cette institution. Et ensuite, chacun des panélistes nous dira comment lui voit cette question. Et nous poursuivrons en débattant si nous ne sommes pas d'accord, ce qui sera sans doute pas complètement le cas, parce que malgré tout, on ne peut pas mettre 5 enseignants-chercheurs autour d'une table sans qu'il y ait quelques désaccords. En débattant avec la salle également, puisque ça nous intéresse d'avoir l'avis des gens qui sont moins impliqués directement dans cette question. Donc si je reviens brièvement sur l'histoire intellectuelle de l'EHESS et le rôle qu'a pu y jouer l'économie, en fait, il y a 3 temps, fondamentalement, si on remonte jusqu'à la création de la 6e section. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre réellement ces débats si on ne remonte pas à ce moment-là. Bon, vous allez me dire qu'on pourrait même remonter au-delà, mais il va falloir s'arrêter un moment. La chose qui a frappé un certain nombre de gens, c'est que quand on regarde la première affiche des enseignements de l'EHESS, il y a à peu près un tiers de l'activité qui est dévolue à l'économie, qui s'appelle économie. Ensuite, il est très clair que l'économie dans cette affiche, ça n'est pas une discipline, c'est un objet. Et d'ailleurs, des cours, des séminaires de Labrousse sont mis comme, dans ces enseignements d'économie, c'est les enseignements d'histoire économique, mais il y a toutes sortes d'enseignements, de méthodes, etc., qui ne sont pas spécifiquement économiques, mais qui sont sous cette étiquette. La création de ces enseignements donne l'impression que l'école accorde une place très importante à l'objet économique au moment de sa création. Ça correspond à un moment particulier de l'histoire française, qui est celui de la reconstruction, de la planification juste après la guerre. Et une des motivations essentielles dans la création même de la 6e section, c'est le fait qu'il y a une demande des administrations pour avoir une meilleure expertise économique. Et donc il y a une demande d'expertise qui s'adresse éventuellement à toutes les sciences sociales, mais en tout état de cause sur les questions économiques. Et ça correspond également à un moment où, dans les facultés de droit, où il y a pas encore des départements d'économie, mais des profs d'économie, il y a une tension entre, on pourrait dire, 2 courants. Alors les mots sont piégeux et je les utilise avec précaution, mais néanmoins ça simplifie les choses. Il y a un courant qu'on pourrait dire idéaliste, qui est le courant de la théorie économique normative qui remonte au XVIIIe siècle. Et il y a un courant qu'on appelle réaliste, qui sont des gens qui disent qu'il faut partir d'abord de la description de la réalité, qu'il faut faire des statistiques, etc., qui est un courant réaliste qui a été fortement influencé dans l'entre-deux-guerres par Durkheim et par François Simian, qui en est un des héros pendant cette période-là. Donc, dans les facultés de droit, il y a ce débat, et les fondateurs de l'école réussissent à s'appuyer sur le courant réaliste en disant, voilà, on va développer un savoir de l'économie comme objet en s'appuyant sur des professeurs des facultés de droit, mais qui sont des professeurs choisis parce qu'ils appartiennent à ce courant, qu'on va donc essayer de renforcer en même temps.
et puis avec des collègues d'autres disciplines qui s'intéressent également à l'économie. Et ça donne lieu, par exemple, à la création de la Revue économique, qui est une des principales revues économiques françaises pendant le demi-siècle qui suit, voire la principale, qui à ce moment-là est vue comme une véritable rupture par rapport à la Revue d'économie politique, qui est la revue classique, hein, qui porte le discours libéral un peu a priori. Bon. Et dans la création de la Revue économique, il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a 9 membres du premier comité de rédaction, sur lesquels il y en a 7 qui sont ou vont être directeurs d'études à l'école. Donc c'est pas rien, quoi. Voilà. Donc c'est que des gens qui ont un lien avec l'école. Et il y a également Braudel dans ce comité. Donc c'est très directement lié à l'école. Néanmoins, ce projet va assez vite, en fait, s'épuiser, malgré des tentatives de renouvellement. Il y a, si on en croit, et je m'appuie beaucoup pour tout ça sur la thèse de Serge Bonest, qui a été soutenue il y a quelques années sur cette question. D'une part, les économistes réalistes, en fait, leur objectif principal, c'est de conquérir une place dans les facultés de droit et d'autonomiser l'économie dans les facultés de droit, de sorte que leur place dans le HESS, en fait, est plutôt au service de cet objectif que réellement pour développer un projet sur l'économie comme objet à l'école. Et au sein de l'école, après quelques tentatives de relance forte, le projet sur l'économie va s'épuiser au profit des aires culturelles à partir du milieu des années 50. Et Braudel lui-même se désintéresse en fait assez largement de l'économie à ce moment-là. Enfin, c'est pas qu'il écrive plus dessus, mais c'est plus l'interaction autour de l'objet économique n'est plus au centre de ses préoccupations. Il y a une tentative de renouveau au début des années 50 pour répondre à une autre demande professionnelle en dehors des planificateurs, qui est une demande des professionnels, et notamment une rencontre avec l'association professionnelle des banques, qui donne lieu quand même à l'élection de 4 directeurs d'études banquiers, ce qui n'est quand même pas complètement dans nos souvenirs comme quelque chose de marquant. Voilà. Il y a Escara, qui était directeur du Crédit Lyonnais, il y a Henri Ardant, qui était président de la Société Générale sous l'occupation, il y a des gens de très haut niveau, et tout ça, c'est grâce notamment à quelqu'un comme Fourastier, qui évidemment était un assureur au départ, qui est quand même quelqu'un qui est resté très visible pendant toute cette période. Voilà. Donc il y avait cette idée qu'on pouvait participer à ça. Évidemment, il y a eu une opposition forte d'une grande partie des enseignants de l'école qui ont considéré que voilà, on ne pouvait pas vendre son âme, mais surtout, en fait, qui cherchaient à assurer leur reconnaissance dans le monde académique et qui craignaient que ça lui nuise. Voilà. Donc, voilà, il y a eu plusieurs tentatives avec les administrations, avec le privé, etc. Voilà. Et le centre d'études économiques représentait 40% du budget total de l'école. Et 2 fois le budget du centre de recherche historique. Ça, c'est à la fin des années 40, au début des années 50. Donc c'est vraiment, on part de très très haut. Et ensuite, il y a un délitement progressif. Il n'y a presque plus de recrutement, alors que l'école triple de taille pendant les années 50-60. Et on se retrouve à la fin avec un moment où plus personne ne sait très bien quoi faire. Il y a plein de personnalités très éminentes, mais qui sont chacun une sorte d'individu particulier qui fait ses choses indépendamment des autres. C'est-à-dire qu'il y a Ignacy Sachs qui va être à l'origine du CIRED et du développement durable, c'est pas rien. Il y a Charles Bettelheim qui est le spécialiste des économies planifiées. Il y a toute une série de gens très forts chacun, mais il n'y a pas de groupe et de pensée globale de comment est-ce qu'on appréhende les objets économiques et quel est le rôle de la science économique pour ça. Et à la suite de ça, en constatant ce délitement, il y a en fait une revendication de quelques directeurs d'études qui conduisent à un rapport fait par Alain Touraine, qui est un sociologue mais qui s'intéressait beaucoup aux objets économiques et qui était éminemment connu à ce moment-là, et qui fait un rapport dont s'empare François Furet quand il devient président à la suite de Le Goff,
Et Furet fait un tournant majeur en matière d'économie. Il décide que, bon, avoir des tas de gens éminents dispersés, etc., ça ne va pas. Il faut suivre le modèle américain, créer une sorte de département d'économie avec des gens qui soient tous des économistes, et que les autres s'intéresseront à l'économie s'ils veulent, mais pour l'instant, on aura des économistes professionnels au milieu. Les gens qui sont à l'origine de ça, c'est dans l'école, notamment probablement Malinvaud, qui était à ce moment-là comme quelqu'un d'extrêmement important dans la société française, c'est-à-dire qui a été directeur général de l'INSEE, qui a été élu au Collège de France, etc. Donc, et puis d'autres qui ont des origines plus variées. Bon, il y a Mérès qui était un peu un héritier de Malinvaud au sein de l'INSEE, mais il y a aussi Serge-Christophe Kolm qui fait de la philosophie économique, mais qui au départ est un ingénieur et a été formé aux États-Unis. Et donc en fait, à ce moment-là, il y a une coalition pour construire ça, avec l'appui notamment du rapport Touraine. Et il y a beaucoup de recrutements en quelques années, et on fabrique un labo, on fabrique un nouveau DEA, et en une quinzaine d'années, on va aboutir à ce qui est aujourd'hui l'école d'économie de Toulouse, l'école d'économie de Marseille et l'école d'économie de Paris, hein, qui sont toutes les trois formatées par des personnalités importantes qui vont toutes avoir une reconnaissance internationale de premier rang en économie, mais qui chacun développe un projet, en fait, de quasi-autonomisation de l'économie par rapport au reste de l'école, avec des interactions qui décroissent peu à peu, mais une très grande reconnaissance internationale, ce qui fait qu'au sein de l'école, il y a aussi une acceptation de ce projet, parce que c'est un projet qui donne de la visibilité d'une certaine manière. Et ce projet, c'est un projet qui est ancré sur la discipline complètement, et où les interactions avec le reste de l'école sont relativement modestes. Il y a des ambitions. Par exemple, au moment où l'école d'économie de Paris est créée et où un bâtiment est envisagé, il y a un débat pour savoir s'il faut le faire sur le campus Jourdan, qui est à ce moment-là envisagé, mais seulement envisagé, ou sur le campus Condorcet, je voulais dire, ou sur le campus Jourdan, qui est où c'est plus directement tangible, et c'est ça qui est réalisé finalement. De la même manière, il y a des ouvertures à Toulouse. Jean Tirole crée un institut d'études avancées interdisciplinaire qui se veut tel, mais qui est perçu de l'extérieur, et notamment dans l'école, comme extrêmement centré sur l'économie, même sur une partie très normative de l'économie. Il y a d'autres tentatives à Marseille, dont Myriam nous parlera peut-être. Voilà, donc c'est un moment de repli très disciplinaire et en même temps de grande visibilité internationale de ce champ, avec une reprise partielle, et c'est ça qui doit aussi nous faire réfléchir, d'une des anciennes initiales dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'interaction avec les administrations et l'expertise auprès des administrations. L'État est prêt à financer quand ça lui sert. C'est ça qu'on voit. La création de TSE se fait avec l'appui d'un certain nombre d'entreprises qui ont souvent financé le Centre d'économie de Toulouse avant qu'il s'appelle l'École d'économie de Toulouse, mais c'est une longue histoire. Et à PSE, il y a la même chose. On a des soutiens liés à une expertise au service des administrations. Et avec donc en partie une tension aussi avec la recherche académique pure, si on peut dire. Le troisième temps, et je vais m'arrêter rapidement parce que je pense que pour le coup, les autres interlocuteurs auront autant à en dire que moi facilement. Le troisième sens, c'est la relance de discussions réalistes, c'est-à-dire sur cette espèce de projet réaliste initial de analyser l'économie comme objet avec le plus grand nombre possible d'outils en impliquant d'autres disciplines. Alors évidemment, je parle facilement d'histoire économique parce que c'est mon centre d'intérêt, et c'est une tradition qui s'est maintenue quand même à l'école en histoire un petit peu avant de s'essouffler progressivement, qui a été maintenue un petit peu. Moi,
quand j'étais étudiant, Maurice Léville-Boyer, qui était un professeur d'histoire à Nanterre, mais très proche de l'école, et François Bourguignon, qui était un des jeunes directeurs d'études élus dans les années 80 à la suite du rapport Touraine et des décisions de Furet, avait écrit une histoire économique de la France au XIXe siècle qui alliait un modèle économique, un modèle théorique, une application économétrique à partir de séries statistiques fabriquées par Léville-Boyer, et c'était vu comme un moyen de relancer sur d'autres bases le projet d'histoire économique. En réalité, ça a été plutôt le dernier feu d'une tradition antérieure, qui pendant longtemps n'a pas été réellement suivie, mais depuis une vingtaine d'années, on a de nouvelles manières de reprendre ces questions-là. Ça se traduit dans la science économique en général par un souci de l'accès au terrain et d'une observation la plus complète possible des terrains. Et bon, le symbole de ça, c'est un peu les travaux de Lester Duflo en économie du développement. Mais ça se traduit aussi par une réutilisation de statistiques administratives anciennes et une exploitation massive de ces statistiques, telles que peut le faire depuis pas loin de 20 ans, Thomas, dans ses différents travaux. Voilà. Même plus. Non, tu sais, tu seras toujours jeune pour moi. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de pistes. La dernière chose, je voudrais dire en ça, c'est que ces trois temps ont l'air assez clairement distincts. J'espère en tout cas que je les ai clairement distingués. Mais d'un autre côté, il y a des traces des anciens moments qui restent et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Le CIRED existe encore et avec un grand dynamisme, alors même que pendant longtemps, il a été relativement isolé parce qu'il n'était pas au centre des interactions autour des questions économiques, mais il est redevenu parce que l'air du temps, et plus que l'air, enfin le mauvais air du temps. Bon. Mais on pourrait dire ça sans doute de chacune de ces traditions. Et dans les enseignements, on voit ces choses qui perdurent. Pour donner des exemples, au moment de l'économie réaliste, il y avait un objectif de fabriquer un enseignement économie et sciences sociales. Mais ça a mis longtemps à se mettre réellement en place en termes de ce qui était à l'époque le DEA, qui serait aujourd'hui le master. Et quand le projet a été soumis au ministère, il a été rejeté comme n'étant pas assez disciplinaire. Donc il y a eu quelques tentatives au sein de l'école pour faire ça. Ça a débouché en fait quelques années après sur ce qui est devenu le DEA de sciences sociales, qui réunit différentes disciplines, sauf l'économie. Donc pour le coup, où l'économie a été exclue, ou s'est exclue, on ne sait pas. J'étais pas là, dans cette discussion, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Et voilà, on refait après d'autres tentatives. Mais au même moment, dans le secondaire, c'est généralisé l'enseignement de ce qu'on appelait l'économie quand j'étais au lycée, mais qui en fait n'était pas de l'économie, qui était des sciences sociales, et c'est très bien, avec en gros un tiers d'économie, un tiers de sociologie, un tiers d'histoire. Cet enseignement, il est toujours là, il a un peu changé, mais pas tant que ça, et il a été créé extrêmement fortement par l'école qui a soutenu ces projets, qui était évidemment en cohérence avec son projet dans son ensemble. Donc il y a des strates et des choses qui continuent de chacun de ces moments. Et je pense qu'il est très bon qu'on puisse poursuivre cette discussion aujourd'hui. Je m'arrête là. Je passe la parole à Myriam Téchol, qui est à Marseille et qui va nous dire ce qu'elle voudra sur cette question. Oui, donc je vais dire moi-même ce que je vais dire. Donc, merci Pierre-Cyril. Et en fait, je suis un petit peu en lien avec ce que tu dis. Et par contre, je prends maintenant le point de départ vraiment dans l'actualité, qui est beaucoup moins sexy dans ce sens-là que de ce que tu nous viens présenter en termes de parcours un peu historique de ces questions-là. Et notamment, on note dans ce que tu as présenté un peu le désir de revenir un peu en arrière, presque, on pourrait dire, pour avancer, pour mieux avancer.
car il y avait déjà au cours de l'histoire, comme on a vu, plein de questions qui montrent bien qu'on peut faire l'économie aussi différemment. Donc moi j'ai pris au cœur un tout petit peu cette question alors de l'économie au cœur des sciences sociales, et je la trouve déjà un peu problématique, ce qu'on venait déjà entendre aussi dans ce sens-là, parce que cette question elle suppose qu'on part d'un certain découpage disciplinaire, et qu'il s'agit maintenant de voir comment on peut créer des ponts entre l'économie et les autres disciplines, des disciplines des sciences sociales notamment. Donc, de s'engager dans un travail interdisciplinaire, mais si on reformule cette question-là, moi, il me semble qu'il faudrait se poser la question vraiment, qu'est-ce que c'est l'économie ? Sans avoir déjà dans la tête, mais qu'est-ce que c'est la bonne économie? Est-ce que c'est l'économie qu'on appelle mainstream ou une économie hétérodoxe? Mais de s'interroger vraiment plus fondamentalement de ce que signifie faire l'économie. Parce que quand on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire faire de l'économie, on reconnaît immédiatement qu'il y a une transversalité intrinsèque à la question économique. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se penser strictement en termes disciplinaires ni se réduire à une méthode particulière. Parce qu'on tend pourtant rapidement à définir l'économie comme, par exemple, l'étude de la distribution des ressources rares. Ça, c'est une définition très courante en économie. Ou alors de identifier l'économie avec une méthode, donc la méthode du choix rationnel ou de la maximisation de l'utilité. Mais si on pense l'économie vraiment à partir de ces idées-là, c'est déjà restreindre considérablement l'interdisciplinarité elle-même, et je dirais même qu'on restreint aussi la réflexion sur la mise en question de qu'est-ce que c'est cette économie-là. Et de temps en temps, il faut le dire aussi, qu'on passe presque comme un hérétique quand on pose la question ou qu'on remet en question ces définitions de l'économie, parce que désormais, ça semble tellement évident que l'économie, c'est ça, que si on pose la question autrement, on essaie de revenir pour se reposer la question de qu'est-ce que c'est l'économie, on est vu avec un œil un peu à travers, quoi. Et juste pour vous donner un peu un exemple simple ou un peu parlant dans ce sens-là, c'est rien d'un exemple très farfelu, mais j'aime bien écouter aussi sur YouTube et ailleurs des émissions économiques où on croise différents points de vue et aussi de comment on présente d'autres personnes l'économie hors du cadre économique. Mais là, sur le coup, j'ai écouté un podcast de l'Université de Chicago. Bon, si vous me dites que c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais peut-être c'est le meilleur exemple pour comprendre de comment les économistes voient alors de quel point de vue eux ils partent vers le monde. Et donc a priori il présente là une initiative qui est assez intéressante, parce que des économistes que nous on connaît tous, ils ont commencé à faire un cours à l'université qui s'intitule Economics for Everyone. Ça veut dire qu'ils commencent à faire des cours pour tous les étudiants aussi d'autres disciplines, pour qu'eux, ils ont aussi une formation économique dans ce sens-là. Et la journaliste qui fait l'interview de ses collègues économistes, tout de suite, elle pose la question, mais comment on peut enseigner l'économie sans les mathématiques? Donc, ça m'intrigue, explique-moi. Donne-moi un exemple. Par exemple, le marché. Comment on peut parler du marché sans les mathématiques? Et cet économiste en question, il répond, et je cite, donc j'ai traduit avec Tipel en français, mais il traduit, je présente une courbe de demande et une courbe d'offre. J'explique qu'il existe un marché, puis je demande aux étudiants s'ils ont des questions. Ils me demandent qu'est-ce qui se passe sur ce marché. Alors je leur explique le concept d'équilibre, le point où les deux courbes se croisent, puis je leur demande ce qu'ils en pensent. Ils sont nerveux car ils n'ont jamais vu ce genre de construction. On ne voit pas toujours des courbes de demande sur le terrain.
Donc ça, c'est un peu la question qu'ils donnent pour expliquer comment il faut faire Economics for Everyone. Donc on voit bien comment alors les économistes voient le monde. Donc ça veut dire que voir un marché, c'est voir la rencontre entre une courbe d'offre et une courbe de demande. Donc il reconnaît pourtant qu'on ne voit pas toujours ces courbes sur le terrain, mais ça laisse quand même entendre que c'est quelque chose qu'on devrait aller voir. Et naturellement, vous voyez bien qu'il y a un saut énorme entre le terrain, ce qu'il appelle lui terrain, et les courbes qu'il veut aller voir. Parce que si on cherche naturellement sur le terrain ces courbes d'offres et de demandes, il y a bien d'autres éléments qui sont peut-être tout aussi économiques, qui sautent, qui deviennent invisibles et on ne les interroge plus. Et dans la poursuite, pour faire comprendre alors comment on peut enseigner Economics for Everyone, il parle, et ça c'est quelque chose qu'on fait souvent maintenant en économie, il introduit une expérience de marché, par exemple, avec les étudiants. Donc c'est-à-dire c'est un nouveau, qu'on dit même un outil pédagogique innovateur dans ce sens-là, ce qui peut être aussi une démarche intéressante, mais sur le coup, voilà, il fait une expérience de marché. Il y a donc les étudiants qui font des demandeurs ou des autres qui sont des offreurs, et on voit donc avec un certain dispositif qu'il y a un prix d'équilibre qui émerge et le marché il s'équilibre dans ce sens-là. Et donc il conclut, la théorie économique fonctionne. Je pense donc qu'il faut donner vie au concept de marché en permettant aux gens d'être non seulement les chefs mais aussi les ingrédients, et en leur faisant vivre l'expérience. C'est ainsi que l'on comprend vraiment comment fonctionne un marché, on comprend comment on agit. On apprend alors la loi de la demande, on apprend la loi de l'offre, on apprend ce que sont les incitations, on apprend la rationalité. Ce sont des concepts fondamentaux en économie et on les apprend tous grâce à une expérience pratique. Donc vous voyez bien que c'est l'expérience, donc l'expérience du marché qui est construite dans la salle de cours, et donc la pratique qui nous fait apprendre. Donc je ne dis pas du tout l'intérêt des expériences, au contraire, moi je suis très en faveur des expériences comme un outil intéressant pour justement explorer le monde. Et là je pense que les économistes ont vraiment un apport substantiel. Mais justement, je pense que c'est un outil pour explorer le monde et non pas pour faire vivre aux étudiants la pratique du marché dans ce sens-là et de leur enseigner la rationalité. Donc, j'ai pris ce passage parce qu'il illustre bien, selon moi, donc, que l'économie peut se trouver un peu enfermée dans un certain regard. Et ce regard-là, ça rend difficile donc, de questionner ses propres concepts ou de s'ouvrir à d'autres façons de voir, mais vraiment dans le sens de comment on peut voir le monde, et de entrer en dialogue curieux avec les autres disciplines. Et on a, dans notre pré-discussion de comment organiser cette table ronde, on est revenu souvent à cet appel qu'il y a pour un renouvellement profond de l'économie. Donc, ils existent, ces appels-là. Et il me semble qu'il faudrait surtout, pour l'avoir, cet renouvellement, répondre précisément à ces points-là, donc de reposer des questions conceptuelles, de permettre de regarder le monde autrement et de cultiver une interdisciplinarité véritable. Et pour moi, cela, ça veut vraiment... Je reviens maintenant au sens original de économie, c'est oikos nomos, donc cette question de la gestion de la maison, de la communauté, de la région, de l'État, etc., etc. Donc il me semble que la question plus féconde est de se demander ce que signifie de faire économie plutôt que de s'interroger sur la place de l'économie dans les sciences sociales. Parce qu'une telle question, ça s'ouvrirait, et en fait, on retourne à s'ouvrir à ces questions-là qui ont été déjà discutées auparavant, parce qu'on a besoin d'une pluralité de savoirs, d'une pluralité des méthodes et des pratiques analytiques et réflexives. Et donc, elle implique une transversalité réelle qui invite chacun et chacune, non seulement des économistes, mais aussi des autres disciplines, justement, de s'interroger sur la question économique depuis son propre champ et de recréer ce dialogue dans ce sens-là. Je dis cela aussi par rapport aux autres disciplines, parce que souvent, ce qu'on note, c'est que l'économie est perçue, et je caricature naturellement un peu dans ce sens-là, comme la discipline un peu méchante, la
discipline l'économie qui exploite, qui domine, qui justifie les inégalités plutôt que de chercher à les résoudre. J'entends régulièrement des étudiants des autres disciplines qui me disent en fait, moi, je ne veux pas parler de l'économie, ni savoir ou entendre parler d'économie. Je suppose parce que voilà, l'économie, comme j'ai caricaturé, comme elle est perçue là maintenant, et ils disent ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que refuser cette question d'économie ou parler d'économie, c'est aussi renoncer à se poser la question économique dans son propre domaine, alors même qu'elle est nécessairement présente et parmi d'autres questions, bien sûr. Et donc, c'est là que c'est intéressant de revenir. Voilà. Et donc, dernier point, alors, ça remet en question naturellement les dispositifs. J'ai trop parlé? Non, ça va. Le dispositif institutionnel qui permettent d'aborder cette économie de cette manière-là. Et donc, où est-ce qu'on peut discuter encore de la façon dont nous faisons et nous voulons faire de l'économie. Donc il existe des initiatives, notamment aussi naturellement à l'école, mais il me semble qu'il faudrait aller un peu plus loin pour vraiment encourager une véritable ouverture économique et une curiosité économique transversale dans ce sens-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Myriam. Je te donne la parole tout de suite, Thomas. Merci. Alors, d'emblée, moi, je voudrais tout de suite dire que l'économie existe plus ou moins en tant qu'objet, mais pour moi, pas du tout en tant que discipline. En particulier, la science économique n'existe pas. Enfin, je déteste cette expression qui, pour moi, n'a absolument aucun sens. L'économie n'existe pas comme discipline. En tout cas, intellectuellement. Après, institutionnellement, on peut voir comment transformer les institutions pour qu'elles n'existent pas non plus institutionnellement. Mais intellectuellement, pour commencer, pour moi, elles n'existent pas. Et ça fait très très longtemps que si j'ai besoin de me présenter, je me présente comme chercheur en sciences sociales. Si vraiment on me demande de choisir une discipline, moi je me sens beaucoup plus proche de l'histoire que de l'économie. Alors je ne sais pas si les historiens m'accepteraient avec eux, mais en tout cas j'ai toujours vu les choses comme ça. J'ai essayé récemment, on essaye avec Julia Cagé de développer cette collection aux éditions du Seuil qu'on appelle Éco-Histoire, qui très clairement s'inspire de ce mot valise de socio-histoire de Gérard Noiriel, qui était à sa façon une façon de dire arrêtez de nous embêter, de savoir si on est en sociologie, en histoire sociale. Voilà ce qu'on fait, c'est de la socio-histoire. Donc le mot éco-histoire essaye aussi de faire ça à sa façon, mais plus généralement, moi je veux vraiment dire à quel point me posez pas la question ce que pensent les économistes, etc. Je m'identifie pas du tout à cette discipline. Et depuis très longtemps, juste pour la petite histoire personnelle, moi je suis rentré dans cette maison à l'EHESS comme directeur d'études en 2000, il y a donc 25 ans, Pierre Cyril. Donc quand tu disais presque 20 ans, tu vois, tu n'étais pas encore tout à fait au compte. Donc je suis exactement au demi-cinquantenaire, voilà, sur 50 ans d'histoire de cette institution. J'ai fait 25 ans comme directeur d'études. Ça paraît assez hallucinant quand on dit ça, et à l'époque, en 2000, je m'apprêtais à publier mon premier livre, Les hauts revenus en France au XXe siècle, qui est vraiment une histoire des revenus et des successions. Enfin, pour moi, c'est un livre d'histoire, c'est-à-dire qui part de sources qui sont les sources issues de la création de l'impôt successoral sous sa forme d'impôt progressif en 1901 et d'impôt sur le revenu en 1914, à quelques semaines de l'entrée en guerre. Finalement, le Sénat débloque la discussion. L'impôt sur le revenu est créé, événement majeur, mais aussi pour le chercheur, parce qu'une source apparaît qui sont les déclarations de revenus. Donc moi, je pars de ces sources. J'essaye de raconter une histoire de ces sources. Donc depuis le début, ma démarche, telle que je la vois, est plus une démarche d'historien qui part des sources. À ce moment-là, en 2000, j'ai été très tenté de partir complètement de l'économie comme discipline institutionnelle. Je voulais aller au CRH à temps plein. Et une des choses qui m'a dissuadé, je vais revenir sur les aspects matériels des choses, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un bureau au CRH. Et ça m'ennuyait beaucoup parce que j'avais pris la mauvaise habitude d'aller travailler à un bureau dans mon premier poste aux États-Unis après ma thèse, que j'avais faite également à l'EHESS. Et donc finalement, je me suis retrouvé sur le campus Jourdan parce qu'il y avait des bureaux tout simplement. Et
Pour filer la métaphore sur cette histoire matérielle, je me suis retrouvé ensuite avec une casquette un peu étrangement de directeur du département de sciences sociales de l'ENS, alors que j'étais directeur d'études à l'EHESS, mais l'ENS a des modes de fonctionnement parfois un peu étonnants pour essayer de s'approprier des personnes et de faire travailler pour elles, avec elles, dans le cadre d'un partenariat avec l'EHESS. Il m'avait confié la mission d'essayer de développer un projet immobilier pour un campus en sciences sociales sur le campus Jourdan. Et moi, mon projet a toujours été de dire l'EHESS et l'ENS, et sans doute encore plus le HESS que le NS en termes d'enseignants et de formation, de master et de doctorat en sciences sociales, devrait essayer de développer ce campus. Et le fait que tout ça soit devenu un projet immobilier créant l'école d'économie de Paris, et non pas un campus en sciences sociales où le HESS aurait été... disons, coopérateur avec le NS, pour résumer. Le fait qu'on soit retrouvé avec cette école d'économie de Paris, là, pour le coup, c'est vraiment les autorités, la puissance publique. C'est-à-dire que la puissance publique, en tant que financeuse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, etc., nous ont dit, bon, bah, c'est sympa, votre campus en sciences sociales, mais bon, ça nous intéresse pas beaucoup. Par contre, une école d'économie, ça nous intéresse. Et donc, j'insiste sur ce point-là, on s'est retrouvé à créer cette institution, non pas par un choix disciplinaire d'autonomisation, et donc là, peut-être léger bémol par rapport à ce que disait Pierre Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait, c'est vrai, cette influence du projet Delta, Malinvaud, d'autonomisation de l'économie, mais à ce moment-là, c'était pas le projet, enfin en tout cas, moi, c'était pas du tout mon projet, et je peux certifier, pour l'ayant vécu de l'intérieur, que le poids des décisions étatiques, pour le coup, mais tu en as parlé aussi, hein, de cette importance-là, de vouloir l'autonomisation de l'économie, a eu son importance. Mais bon, oublions ces aspects matériels et institutionnels et revenons-en à la question plus intellectuelle comme discipline. Moi, je voudrais dire que comment on fait pour aller plus loin, pour aller vite. Pour moi, l'objet économique ne peut être étudié que d'un point de vue des sciences sociales en général, parce que la question du conflit entre classes sociales, la question des rapports de pouvoir, de domination, la question des représentations, la question des institutions, enfin, toutes ces questions ne peuvent être appréhendées d'abord que d'un point de vue historique, dans leur déroulé historique, dans les constructions historiques des différentes sociétés qu'on étudie. Et donc, l'idée d'éco-histoire et au croisement de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, enfin, sans qu'on puisse vraiment démêler ce qui appartient à chacune de ces disciplines, pour moi, est absolument évidente. Alors, comment on avance davantage dans cette direction? La difficulté, évidemment, c'est qu'on part d'une situation où il y a des divisions institutionnelles, et en particulier, on a des étudiants, c'est merveilleux, évidemment, d'avoir des étudiants, mais qui doivent souvent trouver un poste après leurs études. Et là, vous êtes obligé, malheureusement, dans le contexte institutionnel existant, de les aider à obtenir un poste qui va être un poste en économie, un poste en histoire, un poste en sociologie. Et c'est là que vous êtes obligé, parfois contre votre gré, d'avoir à les formater d'une façon qui, parfois, je ne dirais pas les rend bêtes, mais parfois, malheureusement, ne va pas dans la bonne direction intellectuellement, mais parce qu'il y a cette nécessité de trouver des postes. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Et donc, comment on en sort? Comment on évolue par rapport à ça? Il y a une responsabilité du monde universitaire et du monde des sciences sociales pour essayer de faire évoluer les choses. Parfois, je n'ai pas beaucoup d'espoir du côté des économistes que tu décrivais, qui soient à Chicago ou parfois à l'étage du dessus ou du dessous dans le bâtiment de Jourdan où je me trouve. Je les connais bien et je sais que parfois, disons, la tentation de s'affirmer par une méthodologie soi-disant plus scientifique, différente, et de se faire une place dans la société en termes de financement. Enfin, cette tentation est tellement forte, même si elle est très faible intellectuellement, elle est très, très, très forte et très soutenue par le monde extérieur, et donc c'est très difficile de les faire en sortir. Il faut essayer, et le choix de rester un peu de l'intérieur de cette discipline et peut être assez coûteux personnellement parfois, mais il a quand même cet intérêt d'essayer de les faire bouger. Mais très honnêtement, je ne suis pas d'un très grand optimiste. Donc je compte beaucoup plus sur nos amis des autres sciences, enfin, qui sont intégrés dans un autre dispositif institutionnel en sociologie, en histoire, pour développer des dispositifs pour reprendre le contrôle des objets économiques. Et je suis très content que Ève, après, va prendre la parole, parce que Ève, évidemment, a beaucoup joué un rôle dans cette éco-histoire ou socio-histoire du capitalisme, et d'un point de vue institutionnel avec le master de sciences économiques et sociales, qui pour moi est vraiment une construction très intéressante, parce que justement elle sort complètement de est-ce qu'on est en économie, est-ce qu'on est en sociologie, et ça pour moi c'est vraiment la façon de faire. Au-delà de cet appel à tous nos collègues à
à ne surtout pas laisser les objets économiques à ceux qui se prétendent économistes, qui pour moi est vraiment le point central. Et là, il y a quand même une responsabilité. C'est-à-dire, juste comme pour ouvrir une parenthèse là-dessus, les historiens en particulier, et notamment à l'EHESS, où la tradition d'histoire économique et sociale, depuis les annales, depuis la création de la 6e section, puis de l'école des hautes études en sciences sociales, cette question de l'histoire économique et sociale a quand même joué un rôle central et a été quand même très sérieusement délaissée par beaucoup d'historiens, beaucoup trop d'historiens. Et voilà, c'est aussi un appel. Chacun a une responsabilité dans ces divisions qui sont apparues, dans ce laisser-aller. Donc il y a cette très forte responsabilité. Ensuite, d'un point de vue institutionnel, pour aller encore plus loin, je pense qu'il faudrait reprendre les choses encore en amont, c'est-à-dire je pense au niveau de l'enseignement secondaire. Pour moi, la séparation entre histoire et sciences économiques et sociales n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un vaste enseignement unifié d'histoire et sciences sociales, histoire et sciences économiques et sociales pour ceux qui veulent vraiment garder le mot économie. Ça m'embête pas, mais bon, qu'importe. Mais en tout cas, un seul enseignement unifié, parce que, en fait, alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a le corps des agrégés d'histoire, le corps des agrégés de sciences économiques et sociales, il y a des réalités institutionnelles, et moi, je suis toujours embêté quand mes amis profs de sciences économiques et sociales me demandent de signer des pétitions pour défendre leur discipline, parce qu'à la fois, j'ai envie de les signer, j'ai envie de les aider, je les aime beaucoup, et en même temps, très souvent, j'ai envie de leur dire, vous savez, cette séparation avec l'histoire, la façon dont vous allez vous battre pour récupérer des heures sur les historiens, récupérer des heures sur le nouvel enseignement de géopolitique qui a été créé il y a quelques années, qu'on trustait les professeurs d'histoire davantage que les profs de SES, qui les a beaucoup attristés, mais les collègues profs de SES. Mais derrière tout ça, je pense que ces conflits, en vérité, intellectuellement, n'ont pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que du point de vue des élèves, du point de vue d'un élève en seconde, en première, en terminale, séparer l'histoire des sciences économiques et sociales, à mon avis, amène à faire des grosses bêtises intellectuellement des deux côtés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, plus, à mon avis, du côté des histoires, des sciences économiques, du côté des sciences économiques et sociales, qui vont trop conceptualiser, théoriser, mettre des concepts abstraits là où on devrait avoir une approche beaucoup plus de l'économie comme objet, une époque que tu appelais réaliste, Pierre Cyril, enfin vraiment partant des faits historiques, ce que vont d'ailleurs mieux faire les historiens, parfois les professeurs d'histoire, je veux pas dire de mal sur c'est-à-dire que je pense que quand on va étudier la crise des années 30, la construction de l'État-providence, l'impact du colonialisme sur le développement industriel, enfin toutes ces questions centrales, finalement, les professeurs d'histoire vont peut-être la traiter de façon plus réaliste que l'enseignement de sciences économiques et sociales, qui va parfois mettre du concept, qui va déhistoriciser les questions en mettant des concepts ahistoriques là où c'est pas du tout ça qu'il faudrait faire. Et puis, matériellement, si vous essayez d'avoir 5 heures pour l'histoire, 6 heures pour les sciences économiques et sociales, ça ne va pas marcher. Donc, si vous voulez un grand tronc commun, que tout le monde suive, de la seconde à la terminale, et idéalement qui continuerait ensuite, parce qu'à vrai dire, pour moi, même au niveau de la licence, L1, L2, L3, histoire, sciences sociales, il n'y a pas vraiment de besoin. Après, on peut séparer par période, par ère civilisationnelle, mais par discipline. Et puis, à vrai dire, même ensuite, je ne suis pas sûr qu'en master, en thèse, ces séparations disciplinaires aient une quelconque utilité. Et les logiques d'aire culturelle qui prévalent dans notre maison me semblent avoir beaucoup plus de sens, finalement, que les logiques disciplinaires. Donc, voilà, le chemin est long avant d'y arriver, mais encore faut-il savoir où on veut aller. Et pour moi, les choses sont absolument claires. Et partir du secondaire me semble un bon objectif. Alors, mais si on en conclut par là, si on finit par là, on voit qu'il y a c'est pas facile, parce que c'est vrai que spontanément, on a des enseignants différents, qu'on suit des cursus différents. Mais porter un projet comme ça, dire voilà, c'est ça, idéalement, on ne va pas faire la réforme l'an prochain, Blanquer 2 en 2026, mais si on se dit c'est là où on voudrait aller en 2035 ou en 2040 ou pour les 70 ans de l'EHESS ou j'en sais rien, je pense que c'est un projet sur lequel les chercheurs en sciences sociales ont également un rôle à jouer. Voilà, merci. Merci Thomas. On t'attend comme ministre de l'Éducation nationale. Pas du tout, alors vraiment pas. Non, absolument pas. Et on donne la parole à Ève Capello. Donne-moi un micro. Voilà. Bon. Alors, il se trouve que dans cette table ronde, même si maintenant on a des tas de chercheurs en sciences sociales, je suis la seule qui n'ait pas fait un doctorat en économie, hein, c'est ça ? Je n'ai pas fait de doctorat en économie, j'ai fait un doctorat de l'école des études en sciences. D'accord, voilà. Bon.
Non, mais c'est bien, je me mets à jour. Voilà. Et donc, du coup, mon regard sur la question, elle est un petit peu différente. Donc, moi, ma trajectoire, c'est que je viens des sciences de gestion et des organisations, donc on n'est pas très nombreux. Je suis la seule dans cette école, je pense. Et je suis devenue, au cours d'une trajectoire, sociologue de l'économie. Et donc la raison, à mon avis, pour laquelle je suis dans cette table ronde, c'est justement parce que je suis une militante forcenée de l'interdisciplinarité sur les questions économiques. Donc je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. L'économie est plutôt un objet qui requiert un effort interdisciplinaire, etc. Et donc l'un des projets que j'ai porté pour faire vivre cette conception, c'est ce fameux master sciences économiques et sociales, dont je me souviens plus très bien, on en est à 6e édition, 7e édition, qui a pu être d'ailleurs construit avec le soutien à l'époque de Pierre-Cyril Haucker, qui était à la présidence et qui est maintenant dirigé par Arnaud. Le projet de ce master, c'est d'ailleurs une expression de Pierre-Cyril, de faire un master de sciences sociales de l'économie. Et le point de vue, le point de départ était qu'il y avait un foisonnement des sciences sociales contemporain pour traiter les questions économiques. Donc la sociologie s'était ressaisie de l'économie à partir des années 90 et avait donc créé ce sous-champ de la sociologie économique, alors qu'il y a toujours eu une sociologie du travail, une sociologie des organisations qui était plus ancienne, mais on avait un foisonnement énorme en géographie. Bon, je regrette qu'on n'ait pas plus de géographie dans ce master, mais la géographie économique est absolument passionnante. La science politique aussi était venue enfin sur ce terrain-là pour venir discuter de politique économique, etc. Et donc ce foisonnement des sciences sociales n'avait pas finalement de correspondance réellement au niveau de l'éducation à la recherche. Et donc il me semblait indispensable de croiser ces regards et de former des jeunes chercheurs authentiquement interdisciplinaires. Alors c'est un projet qui est difficile pour des raisons aussi qu'a évoqué Thomas, c'est-à-dire qu'il y a des inerties disciplinaires et on a cette espèce d'angoisse de former des étudiants qui vont avoir des postes, et donc il y a des tentations permanentes contre lesquelles il faut se battre, de refaire des vrais sociologues, de refaire des vrais économistes, etc. Ce qui est voilà. Oui, et donc ce rapprochement, il a été possible, je pense, grâce à l'EHESS, ça c'est clair, c'est-à-dire que le fait que nous ayons, et donc si on peut regarder un peu des questions institutionnelles, c'est-à-dire qu'on a des laboratoires qui sont... Certains sont majoritairement disciplinaires, mais dans lesquels, quand même, l'interdisciplinarité existe. Et donc, on a des chercheurs qui travaillent interlaboratoires ou qui sont dans des laboratoires qui accueillent plusieurs disciplines et qui font que ce vécu de l'interdisciplinarité, du dialogue et même de la connaissance de l'autre est beaucoup plus fort. Évidemment, on voit bien que dans les espaces qui sont très très monodisciplinaire, ce projet-là avait peut-être un peu plus de mal à passer. Je tourne mon regard vers des hordes d'économistes qui ne sont pas très loin de l'école et qui ont aussi eu du mal à entrer, à mon grand désarroi. L'autre point qu'il faut dire, c'est que ce rapprochement, il a aussi une histoire internationale, c'est-à-dire qu'au niveau international, il existe une économie politique qui est très vivante, avec
un très grand nombre de supports, de journaux, et il y a une vivacité de la discussion intellectuelle. Et donc il y a une économie politique, il y a une socio-économie, avec notamment la SASE, la Society for Advancement of Socio-Economics, qui a maintenant, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça, qui a œuvré à ces rapprochements. Et la Socio-Economic Review qui en est un des supports. Et puis on pourrait aussi parler d'autres espaces très interdisciplinaires très très dynamiques, qui est l'économie écologique, dont on n'a pas parlé, mais qui s'est aussi construite d'emblée sur ça. Voilà. Et donc on a un paysage international, puisque tu ouvrais comme ça, qui a quand même changé, avec une discussion intellectuelle très importante. On avait des forces à l'EHESS qui est cette pratique, disons, de l'interdisciplinarité, mais le projet a été possible, malgré tout, en allant chercher des forces à l'extérieur, notamment en allant chercher des forces à Dauphine, avec le laboratoire de sciences sociales de Dauphine, qui est l'IRISO. Il y a beaucoup de politistes et de sociologues, mais où il y a aussi de la gestion. Voilà. Donc ça, c'est pour disons, une façon, un instrument finalement pour se mettre au service du projet réaliste, hein, c'est ça que tu évoquais, projet réaliste de l'économie. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste une fois que j'ai présenté tout ça. Peut-être pour expliquer comment moi-même, venant quand même d'assez loin au départ, j'en suis venue à me dire que c'était une bonne idée. Donc, comme je l'ai dit, moi, je viens des sciences de gestion et de l'organisation, ce qui veut dire qu'au cœur de ma compréhension de l'économie, il y a l'entreprise, les très grandes entreprises, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de droits, de structuration du système économique par des contrats, des formes juridiques, etc. Il y a de l'organisation du système économique avec des holdings, des filiales, des relations internationales, etc. Il y a des instruments de gestion, il y a de la comptabilité, il y a des outils de calcul, il y a tous ces moyens qui permettent aux acteurs de l'économie de voir ce qui est économique, de prendre des décisions économiques, etc. Et donc c'est bien ces entreprises qui font les marchés, qui font les échanges internationaux, qui vont chercher des ressources, etc. Et donc la difficulté que moi j'avais comme jeune chercheuse, c'était de trouver des endroits qui s'intéressent à ce fonctionnement, qui ne s'y intéressent pas uniquement pour améliorer les profits, ça c'est la gestion, ou pour favoriser la croissance, c'est plutôt l'économie, mais qui s'intéresse aussi aux effets, aux impacts, à tout ce que fait ce monde de l'entreprise à la société. Au départ, je dois avouer que je ne trouvais pas beaucoup de réponses dans l'économie de mon temps, en fait. On peut dire l'économie des années 90, disons 2000, qui finalement traitait quasiment pas de ces questions. Tandis que, comme je le disais, la sociologie avait gardé une très grande tradition de sociologie du travail, sociologie des organisations, et qui avait donc cette sociologie économique qui naissait à peu près à cette époque-là, et qui avait décidé, dans un mouvement disciplinaire, de reprendre l'économie aux économistes. C'était un peu ça le projet, et notamment de reprendre l'objet fétiche de l'économie de l'époque, qui était le marché, la concurrence, le croisement de l'offre et de la demande, en allant étudier les marchés concrets, dans leur construction sociale, dans leurs conditions sociopolitiques. Donc voilà. Alors, donc si vous voulez, c'est ce besoin-là qui m'a amené à sortir de ma formation initiale,
qui m'a fait trouver un accueil, merci aux sociologues en sociologie économique. Et au cours de ce parcours, il y a eu quand même des points importants qui me semblent intéressants à souligner. Tout d'abord, il y a eu le concept de capitalisme. Alors ça semble un peu énorme ce que je vais dire, mais en fait, si on se déplace, si on arrête de parler d'économie et qu'on dit on parle plus d'économie, on parle de capitalisme, à ce moment-là, on a fait arriver dans la construction, dans le regard que l'on porte sur le système économique, plein de choses qu'on n'a pas quand on parle d'économie ou même d'économie de marché. On fait arriver tout de suite, évidemment, l'entreprise. On fait arriver aussi une préoccupation de compréhension systémique du système, c'est-à-dire qu'on ne détache pas en fait l'action microéconomique d'une compréhension d'un système. Donc ça, c'est aussi indispensable. On fait arriver l'histoire, puisque c'est un système... puisqu'il y a une historicité de ce régime. On fait arriver les institutions, on fait arriver les rapports de pouvoir, enfin voilà. Donc cette notion de capitalisme, pour moi, elle est très utile en fait pour fabriquer, en tout cas sur notre monde contemporain, ce fameux regard interdisciplinaire, et elle permet aussi d'aller revisiter des textes anciens qui, moi, m'ont aidé. Donc on peut parler évidemment de Braudel, qui a été centrale évidemment dans la construction de l'école, mais aussi regarder les grands efforts qui étaient fondamentalement interdisciplinaires, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour l'époque, que sont Marx ou Max Weber, qui est un historien du droit au départ, et qui se trouve à faire ce grand projet d'union des sciences sociales, où évidemment la sociologie pour lui est au cœur, mais enfin il est dans un dialogue constant, une intégration constante de l'économie autrichienne de son temps, etc. Voilà. Et puis, donc ça c'est un premier point. Et la deuxième chose qui me semble importante à souligner, parce que tu ne l'as pas évoqué, c'est que dans ces mêmes époques, il y avait se développé en France un courant qu'on appelle maintenant les économistes institutionnalistes, dont on a recruté à l'EHESS des figures centrales, que sont Robert Boyer pour la théorie de la régulation et André Orléans pour l'économie des conventions, et qui d'ailleurs enseignent toujours, ont toujours des séminaires de directeurs d'études émérites. Et cette économie institutionnaliste, donc qui est maintenant, qui a déjà une histoire, elle apportait des outils pour des gens comme moi qui étaient en quête en fait de dialogue interdisciplinaire. Donc bien entendu, la théorie de la régulation parlait de capitalisme, on parlait beaucoup, parlait d'institution. Donc la notion d'institution, c'est un concept qui circule dans les sciences sociales et qui est très utile en fait pour discuter avec de façon interdisciplinaire. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et du côté de l'économie des conventions, ce sont des économistes qui ont déplacé la question, qui ont déplacé la question, sont partis du marché pour arriver à la question de la coordination économique. C'est-à-dire, il n'y a pas que le marché pour coordonner des actions, et qui ont posé aussi la question de la valeur. Voilà, donc il y a aussi une question qui permet de discuter très largement avec toutes les sciences sociales, et notamment en question, évidemment, la valeur, elle n'est pas donnée, elle n'est pas fondamentale et préalable, elle est fabriquée par la société, etc. Voilà. Donc juste, voilà. Donc c'est mes outils à moi, ou mes instruments, ou quelques éléments qui m'ont permis d'inventer ou d'imaginer une interdisciplinarité, donc capitalisme, institution, convention, valeurs, peut-être, voilà, qui peuvent être des concepts autour desquels tourner. Je m'arrête là. Voilà. Merci. Donc Arnaud, tu vas nous dire si tu vas rebaptiser ce master Sciences sociales du capitalisme. Oui, je vais essayer d'introduire encore une autre dimension, malheureusement. Merci. Je vais essayer de reprendre la discussion autour de l'économie comme discipline. Malheureusement, en fait, hein, et comme discipline déclinante, comme discipline de moins en moins utile à notre temps. Alors, d'abord,
ce qu'on peut appeler la crise de la science économique. Une crise de la science économique à la fois orthodoxe et hétérodoxe, à mon sens. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, crise de la science économique en tant que science du gouvernement, d'abord. Bien sûr, il y a eu la crise de 2008. Vous vous souvenez de la reine d'Angleterre demandant pourquoi est-ce que les économistes n'avaient rien vu venir. Et effectivement, il y a eu une forme de mise en crise de la discipline, alors là plutôt orthodoxe, qui n'aurait pas su prévoir la répétition de ces crises financières. Et effectivement, une forme d'aveuglement vis-à-vis de l'efficience des marchés en particulier. Le deuxième problème avec la discipline économique, c'est la crise écologique et l'effondrement de la biodiversité, pour laquelle la discipline elle-même a délégué, alors pour l'orthodoxie, à un sous-champ qui s'appelle économie de l'environnement. Elle a délégué à ce sous-champ qui s'appelle économie de l'environnement le traitement des questions écologiques et des questions environnementales au sens large. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, il y a une hétérodoxie beaucoup plus forte, l'économie écologique, qui prend le problème d'une autre manière. Mais si vous regardez les grandes revues d'économie aujourd'hui, il y a eu des statistiques qui ont été faites par plusieurs chercheurs justement en économie écologique ces dernières années. Les grandes revues d'économie, les questions écologique et environnementale, ça représente moins de 1% des publications au cours des 25 dernières années. C'est vraiment absolument ridicule, puisque les économistes, dans les top 5, les 5 grandes revues, ils pensent que l'environnement, les questions écologiques, ça doit être traité par ce sous-champ qui s'appelle économie de l'environnement et qui compte pas pour les très grandes revues anglo-saxonnes. Donc, l'économie en tant que discipline, elle ne s'empare pas réellement de ces questions. Et la troisième crise de la discipline, en fait, c'est le retour à une forme d'illibéralisme économique. C'est ce que certains qualifient de néo-mercantilisme depuis l'avènement de Trump II, une forme de retour des monopoles, des droits de douane, etc. etc. Et il y avait une tribune assez drôle dans Le Monde il y a quelques mois de Charles Wyplosz, qui a publié un manuel de macroéconomie assez célèbre qu'on utilisait beaucoup dans les années 90-2000, le Burda et Wyplosz, mes collègues doivent s'en souvenir, qui nous expliquait en fait que Trump et l'administration Trump étaient en train de revenir à une conception très scientifique de l'économie. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle l'économie est un jeu à somme nulle, en fait, ça, c'est une conception antérieure à la naissance de la science économique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et ça, ce serait donc une conception pré-scientifique de l'économie. Et donc, en tant que discipline, on a des économistes qui se disent que finalement, leur science est en train de perdre pied. Elle perd pied parce qu'elle n'est plus la science du gouvernement telle qu'elle l'a pu se penser elle-même dans les années 70, 70, 80, 90, 2000. Donc, on a un problème d'une discipline qui, en tant que science du gouvernement, est confrontée à de multiples crises et finalement commence à perdre pied. Et donc la question, c'est est-ce qu'elle aura quelque chose à nous dire sur le monde futur, l'économie en tant que discipline. Est-ce qu'il est possible encore d'isoler des phénomènes qui seraient seulement économiques ? Et là, on peut revenir à la question du grand partage formulé par Philippe Descola. Si on veut revenir à parler le Descola, là, ce grand partage entre nature et culture, la question qui se pose, c'est est-ce que l'économie, en tant que discipline, peut rester une discipline qui a quelque chose à dire sur le monde, dans un monde où ce grand partage devrait s'estomper, si on veut prendre à bras-le-corps les questions environnementales et d'effondrement des espèces. Probablement pas. Probablement pas. Et du coup, en fait, la critique
de cette discipline peut s'appliquer à la fois, bien entendu, à ce qu'on appelle l'orthodoxie, j'ai parlé des grandes revues, etc., mais aussi à un certain nombre d'hétérodoxies. Alors là, j'ai une petite anecdote. Ève a parlé de notre collègue Robert Boyer, et il se trouve que j'étais à une table ronde aux Journées de l'économie avec Pierre Dockès, donc grand historien de la pensée économique de Lyon 2, et Robert la semaine dernière aux Journées de l'économie de Lyon. Et Robert a dit explicitement que la théorie de la régulation allait trouver ses limites aujourd'hui pour expliquer ce monde néo-mercantiliste dans lequel nous sommes probablement en train d'entrer. Et qu'il fallait donc, en fait, tenter de refonder, de rechercher de nouveau des outils d'une super hétérodoxie, peut-être, pour repenser ce nouveau monde. Alors, quelle piste envisager dans cette situation ? Alors, évidemment, refaire de l'économie une science historique, et une science historique de longue période. Et là, je rebondis sur ce que disait Thomas, c'est-à-dire cet appel aux historiens, effectivement, qui est de refaire de l'objet économique quelque chose qui est au cœur de leurs travaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à mon sens, et je crois qu'on est plusieurs à partager ce point de vue autour de cette table, faire de l'histoire économique, c'est faire de l'économie utilement pour notre temps. C'est pas une sous-discipline de l'économie. Faire de l'histoire économique, c'est faire de l'économie pour le présent. En fait, on parle du présent. On produit une science descriptive qui est utile pour penser le présent, en fait. Et là, je plaide d'une certaine manière pour un retour à une forme de ce qu'on pourrait qualifier, si on veut utiliser des gros mots, de néostructuralisme. C'est-à-dire de recherche, après tous ces turns, après la microstoria, après tous ces turns qu'a connu l'histoire, revenir à une histoire de longue période, rechercher, je vais sortir un gros mot, des invariants dans l'histoire, eh bien, ça me semble, pour les temps terribles que nous sommes, qui sont devant nous, en fait. Il n'est pas la peine, à mon sens, de décliner de quoi je veux parler. Eh bien, c'est une urgence, en fait. C'est une véritable urgence pour les chercheurs en sciences sociales. Et on revient donc, du coup, au master sciences économiques et sociales, et à cette idée selon laquelle, eh bien, dans ce master, on a créé une spécialité histoire économique. On voudrait essayer de former des chercheurs qui soient à la fois au fait des connaissances en sociologie économique, en socio-économie, en économie institutionnaliste, et aussi des chercheurs qui soient au fait des questions d'histoire économique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les années qui viennent, mais se repose la question que posait Thomas et sur laquelle Ève est revenue, c'est-à-dire il va falloir aussi trouver des postes à ces jeunes chercheurs et dans quelle discipline, comment, etc. etc. Dernier point, l'économie au cœur des sciences sociales, mais la question, elle est peut-être trop restrictive, en fait. Alors, heureusement, il y a à l'école, et Pierre Cyril l'a rappelé, une tradition avec Sachs et le CIRED d'une forme d'hybridation entre les sciences sociales et les sciences du vivant. Et ça nous ramène à la question de l'économie écologique, en fait, puisque l'économie, est-ce qu'elle peut dialoguer seulement avec les sciences sociales aujourd'hui ? Probablement pas. Au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand se forme la discipline économique, eh bien, on est dans une espèce de fourmillement d'idées dans lequel il y a des savoirs qui sont aux frontières de ce que nous, on appellerait les sciences de l'homme et les sciences du vivant. Je pense en particulier à ce qu'on appelait la physique économique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui est une sorte de science qui cherche à réguler le monde humain et le monde des non-humains, finalement.
et donc qui est une sorte de prémisse de ce que va devenir l'économie écologique à partir des années 70-80. Il y a un article célèbre d'Herman Daly à la fin des années 70 des années 60, pardon, qui s'appelle Economics as a Life Science, hein, l'économie comme une science de la vie ou comme une science du vivant. Et effectivement, ça, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Felwine Sarr, notre collègue économiste et écrivain sénégalais qui est en poste à Duke aujourd'hui, qui parle d'une refondation et d'un décentrement épistémique de la science et de l'économie, hein, puisque lui, il a été formé en économie, pour finalement essayer de refaire, d'une certaine manière, de l'économie une science du vivant. Alors, il y a des gens qui s'y emploient. Hein. Je pense aux travaux de Lauriane Mouisset, par exemple, hein, qui a un double doctorat en écologie et en économie. Il y a des gens au CIRED qui font des travaux qui sont à la frontière des sciences sociales et des sciences du vivant. Et pour le HESS, eh bien, là, il y a peut-être, puisqu'on est aussi dans la projection hein, lors de ce colloque des 50 ans, il y a peut-être des pistes à suivre autour, finalement, d'une économie qui ne serait pas seulement au cœur des sciences sociales, mais qui aurait aussi un pied avec les sciences du vivant. Mais là se pose évidemment toujours la même question, c'est la question de, on forme des jeunes chercheurs, mais comment on va leur permettre de trouver des postes, comment on va leur permettre à qui on va leur permettre d'enseigner, et comment on va faire le lien entre le secondaire et le supérieur. Et là, l'enseignement secondaire est devenu un vrai problème, hein, parce que effectivement, la réforme des programmes qui a eu lieu sous l'égide de notre récent prix Nobel il y a quelques années ne va pas dans le bon sens. Hein, ne va pas dans le bon sens, puisqu'ils font de la microéconomie au lycée, alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus historique, beaucoup plus sociologique. Et là, en fait, on a pris la mauvaise direction. Hein, il faudrait vraiment aller dans l'autre sens. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon, on ne va pas réussir à prendre des questions ou à discuter. Oui, merci. Oui, effectivement. Heureusement, nous avions tous prévu de parler chacun 10 minutes et nous avons chacun parlé un quart d'heure. Bon, j'ai été le premier, donc je critique personne. Mais le résultat, c'est que nous avons peu de temps qui nous reste. Et donc, je sais que chacun d'entre vous aimerait réagir sur ce que les autres ont dit, mais je vais commencer par donner la parole à la salle pour qu'on ait quelques réactions, quelques questions, et puis on vous redonnera la parole pour répondre. Et on peut peut-être prendre plusieurs questions directement, s'il y en a. Sinon, je suis sûr qu'on continuera sans problème. Si vous pouvez juste dire votre nom et qui vous... Voilà. Bertrand Paoloni, je suis doctorant à l'EHESS en histoire des sciences et des techniques. Merci pour cette discussion, c'était passionnant. Alors ma première question, je vais sortir un autre gros mot, vous avez parlé d'invariant, et moi je vais sortir le gros mot de grand récit, parce que j'ai l'impression que vous proposez un grand récit, Thomas Piketty, mais aussi vous, Ornat Orin, je connais moins les travaux des autres intervenants, je m'en excuse. À quel point vous redéfinissez le grand récit dans vos travaux. Enfin, il y a la dimension empirique, les données, mais ce que je trouve intéressant, c'est comment vous pourriez permettre aux historiens aussi d'adopter de nouvelles méthodes pour revenir vers les grands récits, parce que je crois qu'on en a besoin, et c'était peut-être le fond de votre intervention aussi, Arnaud Orin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous permettez un dialogue entre l'histoire de l'économie et l'histoire des sciences, je pense, Arnaud Orin. Et je pense que là encore, il y a du travail à faire. Comme je travaille sur la mesure du temps au XVIIe siècle, j'adhère à cette idée que histoire de l'économie, histoire des sciences et des techniques aurait beaucoup à gagner à plus dialoguer. Voilà, je vous remercie. Merci. On a une autre question ici. Oui, bonjour, je suis Jérôme Sacure, je suis psychologue ici à l'EHESS. Moi, en vous écoutant, c'est passionnant, je suis fondamentalement d'accord avec vous, mais en tant que psychologue, donc je pratique une science humaine, je vois l'économie, je sens l'économie présente dans notre champ d'une manière qui est vraiment dangereuse et impérialiste.
Et je suis d'accord avec vous, votre position, mais en fait, je vois l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, je prends 2 exemples. J'ai un peu travaillé sur la confiance. Je travaillais avec des collègues économistes comportementaux. L'article de Benabou et Tirole sur la confiance et la self-deception, il a un prestige énorme dans le champ. Et en fait, d'un point de vue d'un psychologue, il pose un problème monstrueux parce qu'il n'est pas construit, le modèle qu'ils construisent de la confiance est impossible à tester. Et ça pose aucun problème, en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet, qui est fondamentalement empirique et concret, et on adopte une technique qui a un prestige énorme parce que le modèle est très très impressionnant, très bien construit, très intellectuellement fascinant, mais en fait, il est impossible concrètement à tester, aussi bien dans la vraie vie qu'en laboratoire. L'autre exemple que je prends, c'est par rapport à l'histoire. Je suis tombé un jour par hasard sur un article sur l'importance du free speech. Et l'auteur, je pense que vous le connaissez, moi j'ai oublié, c'est un article des années 2010. L'auteur prend la distance par rapport à Mainz, lieu d'invention de la presse d'imprimerie, comme proxy pour mesurer le moment où la libre parole va s'imposer dans les différentes villes d'Europe et montrer qu'il y a une sorte d'inflexion dans le développement économique qui correspond à la distance par rapport à Mainz. Donc, là, c'est un autre prestige, c'est pas le prestige du modèle économique théorique comme Benabou et Tirole, mais le prestige de l'économétrie, en disant, en fait, si vous n'avez pas de moyen de tester votre modèle grâce à un proxy qui rentre dans un modèle économétrique avec des difference, indifference, ce genre de choses très, très sophistiquées que les économètres font, eh bien, vous n'avez rien de vraiment sérieux. Et je vois concrètement en sciences psychologiques l'importance, l'influence de ce genre de choses-là. Le fait, par exemple, que la nouvelle revue phare de la psychologie s'appelle Nature Human Behavior, en fait, ce genre d'articles, de prestige, en fait, a conduit à un retour du comportementalisme. Parce qu'on se dit, en fait, c'est ce genre de modèle-là qui peut nous sauver. Et en fait, c'est quelque chose qui a une sorte d'impérialisme de l'attitude économiste dans l'ensemble de notre discipline. Et je suis d'accord avec vous. En fait, tout ce que vous dites, et évidemment, vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression. Mais en même temps, je ne vois pas comment on peut contrer ça. Dans ce que vous dites, je ne vois pas quels sont les effets concrets les étapes concrètes qu'on pourrait prendre pour contrer cet impérialisme. Merci. Encore une question et on fait un petit tour de réponse. Bonjour, moi je suis Péniga, je suis étudiant en master en droit de l'homme à Nanterre et à Normal Sup. Et ma question était, vous avez parlé beaucoup des sciences sociales, mais il y en a une qui n'a pas été évoquée, ce sont les juristes. Et quels sont vos rapports avec les juristes et le rapport au droit, notamment pour mon compte, les libertés fondamentales en droit, enfin les droits sociaux? Comment vous intégrez ce rapport aux juges, ce rapport à la théorie juridique dans vos travaux? On a eu un débat dans notre master de comment intégrer les autres théories des sciences sociales. Et je voudrais savoir si les théories juridiques, les théories que peuvent mettre en œuvre les juristes, vous aident à comprendre aussi le monde économique ou c'est totalement délaissé? Merci. Pas d'autres questions pressantes? À ce moment-là, je donne le micro à... Peut-être le grand récit d'abord. Ah bon, d'accord, ok. Donc, bon, je ne vais pas répondre au grand récit, mais je veux bien répondre aux 2 dernières questions. En fait, sur la question du droit, en tout cas, si je fais une réponse pratico-pratique, les juristes et notamment les sociologues du droit enseignent dans le master, que l'on évoque. Et si je reparle des questions de capitalisme, il y a des tas de travaux, pour prendre par exemple les travaux de Katharina Pistor, donc le Code of Capital par exemple, qui ont rappelé ce qui n'aurait jamais dû être oublié, c'est que l'ensemble du système économique est texturé par du droit, de la loi, des contrats, etc. Et que donc on ne peut pas comprendre ce système-là si on ne
prend pas à bras le corps la question juridique avec qui a d'ailleurs sa propre autonomie. Voilà. Et donc, bon, ça c'est la première chose. Et puis, pour répondre à Jérôme, je pense que le vécu de l'impérialisme, il n'est pas que en psychologie. Peut-être que vous avez été épargné quelque temps, tu vois. Mais il y a eu, voilà, la sociologie, les sciences sociales ont aussi été victimes de ça. Donc, si on pense par exemple aux travaux de Gary Becker, qui subitement s'est retrouvé à expliquer des tas d'autres choses en faisant fi finalement de ce qu'avaient fait les disciplines depuis très longtemps. Ça va me permettre juste de raconter un peu la réaction, parce que chez les sociologues, le mouvement de la sociologie économique, au départ, c'est une révolte contre ça, c'est-à-dire en disant, bon, arrêtez de venir sur notre terrain, nous on va aller sur le vôtre, puis on va vous montrer que vous dites des bêtises sur les marchés. Voilà, donc c'était la première chose. Et il y a une idée, un concept qui a été utile en partie dans cette histoire-là, c'était la fameuse histoire de l'encastrement, l'encastrement, le désencastrement, qui nous venait de Polanyi, qui avait pu retravailler, lui, de l'autonomisation de la sphère économique, marché autorégulateur, en disant, mais en fait, l'économie réelle, elle est encastrée, donc c'est vraiment, et puis c'est nourri de travaux avec l'anthropologie, d'ailleurs, chez lui. Et puis, on a eu, après les démarrages de sociologie économique, beaucoup de choses autour de cette idée-là, c'est-à-dire il faut réencastrer, c'est-à-dire l'économie, elle est encastrée dans les relations sociales, dans le système social, etc. Voilà. Et donc, cette notion-là, je trouve qu'elle est toute simple, c'est un tout petit opérateur, mais qui est aussi utile, je pense aussi, pour réfléchir à la question écologique, parce qu'on a réencastré dans le social, mais on n'a pas encore complètement réencastré, disons, dans le système Terre. Or, c'est évident que le système économique, capte des ressources, rejette des tas de... Voilà. Et que cet encastrement dans le système Terre, c'est un impensé, il est devenu impensé, il faut le repenser. Voilà. Donc maintenant, je passe. Voilà. Oui, alors, quelques mots, je ne sais pas par où commencer. Non, je vais commencer dans l'autre sens. Alors, commence par non, juste sur le droit. Bon, les conflits autour du droit, que ce soit le droit des entreprises, le pouvoir dans les entreprises, le droit fiscal, le droit des organisations internationales. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphanie Hennette sur un projet de réécriture des traités européens, de manifestation de démocratisation, de manifeste pour la démocratisation de l'Europe. Donc, tous ces conflits économiques, socio-historiques se matérialisent dans des constructions juridiques, alternatives. Donc là, moi, je plaide tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut ramener les juristes vers les sciences sociales vers le droit, les juristes vers les sciences sociales. Et donc ça, c'est tout à fait, je ne sais pas ce qui est le plus difficile d'ailleurs, mais c'est tout à fait central. Sur les remarques de Jérôme Sakur sur la psychologie, l'impérialisme des économistes. Alors, je vais évidemment pas défendre les économistes auxquels tu faisais référence. Je pense que quand tu dis comment on fait pour essayer de contrer ce retour du comportementalisme, finalement, je pense que moi je veux plus m'intéresser à ça et aux solutions. Quelle peut être notre stratégie collective pour sortir de ces errements? Et donc je reviens à mes propositions sur l'histoire, sciences sociales. C'est-à-dire que moi je crois vraiment qu'on a besoin d'une plateforme de transformation, d'un projet commun de transformation, c'est-à-dire comment on voudrait structurer l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, à terme. Après, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, mais si on sait un peu où on veut aller à un moment, on peut espérer transformer le monde dans cette direction. Et à ce stade, je ne sais pas si on a cette plateforme commune. Donc, je pense sur l'enseignement, et je ne sais pas comment toi, tu verrais aussi la place de la psychologie, des sciences cognitives à l'intérieur de l'enseignement, cette plateforme commune. Pour ce qui me concerne, je vois vraiment pas de raison sur le bloc histoire, sociologie, économie, de diviser quoi que ce soit. C'est-à-dire que histoire, sciences économiques et sociales, au lycée, pour moi, c'est évident que c'est la même discipline. En licence aussi, et à vrai dire, en master et en doctorat aussi. C'est-à-dire, moi, je voudrais qu'il y ait partout que des départements d'histoire et de sciences économiques et sociales. Alors, ça pose peut-être des problèmes auxquels je n'ai pas suffisamment réfléchi, et c'est pour ça qu'il faut en débattre, et en particulier la question de la psychologie et des sciences cognitives, qui, vues de l'extérieur, parfois peuvent donner l'impression d'exprimer une volonté d'autonomisation
par rapport à des sciences sociales plus historiques, disons, qui moi, parfois, me dérange. Et donc, peut-être je me trompe ici, mais tu vois, est-ce qu'il y a besoin y compris dans un système qui soit beaucoup moins disciplinaire, d'avoir une place séparée pour psychologie, sciences cognitives par rapport à cet ensemble histoire, sciences sociales, je sais pas. Parce que le genre de recherche big data un peu délirante que tu décrivais sur Free Speech, où on mouline plein de données avec très peu à mon sens, de réflexion historique, institutionnelle, etc. Ça existe beaucoup dans des départements d'économie. Ça existe, j'ai cru remarquer, dans des départements de sciences cognitives. Voilà, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, c'est des travers qui nous menacent tous. Et donc, alors, est-ce que la solution est dans le grand récit, pour finir sur la question sur le grand récit? Bon, je sais pas. Moi, je plaide effectivement, comme disait Arnaud, sur une forme de néo-structuralisme. C'est-à-dire, je pense qu'il faut s'obliger à reprendre des questions sur l'histoire du capitalisme. Et c'est un mouvement qui existe très au-delà de notre petit groupe, notre petite communauté, qui existe avec une nouvelle histoire du capitalisme qui s'est développée notamment aux États-Unis au cours des 15 dernières années. Et je pense que ces questions, enfin ces approches plus structurelles, on en a besoin à l'aune des catastrophes en cours et des catastrophes à venir. On en a besoin intellectuellement, et donc voilà, avec un soubassement empirique, archivistique très précis, mais reprendre cette ambition d'histoire totale ou d'histoire globale, oui, je pense que c'est central. Juste deux petits points, en fait. Une réponse à mes collègues par rapport au souci de former en fait les étudiants pour le marché du travail. Mon expérience, en fait, à l'école, j'étais en Angleterre, et là, l'idée, c'était, en fait, donc, on formait les étudiants naturellement comme en France, mais le retour des étudiants qui, par la suite, sont allés à la Deutsche Bank, etc., c'est que souvent, ces institutions-là qui ont employé les étudiants qui passaient par Cambridge, donc ils ont su que c'était quand même une formation assez disons, costaud, dans le sens qu'ils devaient travailler et vraiment avancer dans ce sens-là, dans l'espace, dans leur propre formation cognitive et du savoir et du savoir travailler avec des outils différents. C'était de dire, maintenant vous commencez chez nous, vous oubliez ce que vous avez appris à l'université, on va vous former tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc c'est-à-dire que les institutions qui ont employé les étudiants par la suite n'ont pas eu cette attente que les étudiants ils arrivent et ils savent tout de suite faire tout ce qu'ils doivent faire dans le domaine du travail, mais plutôt c'était un moyen de sélection pour savoir, voilà, vous êtes passé par cette institution qui est école, université, qui vous a formaté, qui vous a donné les outils de réflexion et de mise en question, que c'est ça qu'on cherche en fait, et pas les outils propres de faire le travail. Donc ça, c'était un point. L'autre point, naturellement, c'est plutôt dans le sens de Jérôme, alors comment ça se crée cette ère de histoire autour des articles qui sont même pas, ou des modèles qui sont même pas testables. Donc là, c'est effectivement, il faut poser la question, comment ça se fait, mais si on pose la question, justement, mais comment vous testez ça? Et après, la question, c'est, on ne sait pas trop. Je pense qu'il y a tout le château qui s'est créé autour, qui s'effondre dans ce sens-là. Et malheureusement, cette question de l'impérialisme économique, ça va aussi dans l'autre sens, parce que quand en tant qu'économiste, parce que nous, on a commencé beaucoup à travailler avec les neurosciences, justement, quand on essaie de aller vers les neurosciences parce qu'on veut comprendre quelque chose par rapport à comment ça se fait dans le cerveau, par exemple, des décisions, etc., on se retrouve avec une application vraiment naïve des concepts économiques dans le cerveau. C'est-à-dire comme si le cerveau, d'un coup, fait des analyses coûts-bénéfices. Et on se dit, mais attends, on quitte l'économie pour ne pas faire ce truc de choses, pour se retrouver en neurosciences avec les mêmes concepts. Et donc là, il manque un discours critique aussi autour de ça, donc qui invite encore une fois d'ouvrir le champ et de vraiment débattre d'idées dans une perspective historique aussi, pour voir qu'il y a eu déjà des années de discussion autour de ces concepts-là, des mises en question, etc., qu'il faut connaître aussi. Oui, 1 minute, 2 minutes.
pour terminer sur le retour des grands récits, effectivement, on a des sciences sociales en France qui se sont beaucoup construites sur la critique du néolibéralisme, en fait. On peut citer tous nos grands noms de sociologues et d'historiens en France en particulier, mais en Europe plus généralement, depuis une quarantaine d'années. Or, il est vraisemblable que nous sommes en train de sortir du néolibéralisme progressivement et que nous sommes en train d'entrer dans une autre configuration. Et là, l'histoire du capitalisme, en fait, eh bien, on en a plus que jamais besoin. Plus que jamais besoin. Et on a besoin précisément de construire un nouveau grand récit qui nous explique en fait, dans quel monde nous sommes en train d'entrer. Et là, les sciences sociales, elles ont un problème. Elles ont un problème, et en particulier en France, en fait, parce qu'elles se sont construites avec cette critique du néolibéralisme. Or, aujourd'hui, le néolibéralisme, il vacille. Je ne dis pas qu'il a disparu. Pour l'Union européenne et pour l'Europe de l'Ouest, il n'a pas encore disparu. Mais il vacille dans le monde, en tout cas. Et ça veut dire qu'il va nous falloir de nouveaux grands récits. Et donc, Thomas a cité la nouvelle histoire du capitalisme, effectivement, donc fondée sur des données, fondée sur des archives, mais aussi on peut pratiquer de l'histoire intellectuelle et construire des grands récits. Je pense par exemple à la question du jeu à somme nulle dans les échanges internationaux. Est-ce que les échanges internationaux et le commerce international, c'est un jeu à somme nulle ou un jeu à somme non nulle? Eh bien, on peut travailler en histoire des idées sur cette question-là, sur la question de l'abondance contre la puissance. Est-ce que on peut construire une société sur l'abondance ou sur la puissance? Et là aussi, en histoire intellectuelle, on peut faire un travail de très longue durée, en fait. Et un travail de très longue durée qui peut nous donner des outils pour notre temps. Enfin, du moins, je l'espère. Merci à tous les quatre. Je redonne la parole à personne, pas même à moi. Bonne journée et merci à vous tous.